Eh ben, on va commencer. Je vais vous partager. Tac. Hop. N'hésitez pas à me dire si vous voyez bien ou pas bien, parce que la dernière fois, il y avait eu un petit souci. Ça switch les diapos? Yes? Top. Ok. Eh ben, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est Chimie des solutions. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans la semaine, je vous avais mis quelques petits quiz. Donc, je crois jeudi matin et vendredi matin. Le premier, c'était sur la complexométrie. Il y avait 4 QCM qui étaient à moitié des items originaux et à moitié des items un peu modifiés que j'avais déjà trouvés dans les annales. Et vendredi matin, je vous ai fait, je crois aussi, 4 QCM sur l'osmose. Donc osmolarité, molarité, ce genre de trucs-là. Qui, pareil, c'était un mélange de QCM, enfin d'items originaux et d'items des annales. Est-ce que vous avez eu le temps de les faire, ou l'envie de les faire, ou au moins de les regarder? Yes. Donc l'idée, c'était un peu du coup d'aborder des points sur lesquels je vais passer rapidement aujourd'hui ou pas du tout. Typiquement, les complexes, aujourd'hui, on ne va pas en parler, hein. Euh, ah, semaine de rattrapage pour certains. Ok. Bah, en tout cas, n'hésitez pas à aller les faire après coup. De toute façon, ils restent. Pour les complexes, c'est pas mal parce que ça tombe jamais en exercice. Donc, c'était pas vraiment justifié de faire un exercice aujourd'hui, je trouve. Par contre, en QCM, c'est vrai que ça tombe de temps en temps. Et c'est pas si compliqué à comprendre tout ce qui est stabilité ou comment ça se forme un complexe. Et normalement, les QCM que j'ai fait, c'est pour vous faire un peu réviser le cours. J'ai essayé que ce soit un peu pédagogique. Donc, n'hésitez pas à aller les faire. Si jamais vous avez un ou deux QCM sur les complexes qui tombent le jour du concours, ça peut toujours vous servir. Et sinon, pour ceux qui ont fait soit ceux-là, soit ceux des semaines précédentes, vous aimez bien les quiz comme ça ou pas? J'ai un petit sondage avant de commencer la correction pour savoir un peu vos retours là-dessus. Yes. Ok, ok, ok. Bon, bah, on continue alors. On continue, on continue. Hop, est-ce que vous avez eu le temps de préparer un petit peu les exos ou pas? Les 3 exos que je vous ai mis, qui étaient des exos d'anal, hein. Ce pas des exos originaux. Est-ce que vous avez eu le temps de les préparer un peu ou pas? Pas de réponse, bonne réponse, on va dire. Ok, bon. On commence avec le premier exo. Un peu, mais pas tout, moyennement. Ok, ok, ok. Vous allez voir, de toute façon, il y a des répétitions, hein. Globalement, c'est un peu souvent le même schéma pour les exos de chimie des solutions acide-base. Les questions sont souvent un peu du même type et donc on va revoir certaines choses. Et le but, là, c'est surtout au niveau méthodo, comprendre un peu les questions, ce qu'on vous demande, et savoir analyser un peu les énoncés pour ne pas faire des erreurs. Donc, le premier exo, c'était un exo qui portait sur en fait, les équilibres donc, entre la forme ionisée et la forme non ionisée d'une molécule. Donc, au sein du couple acide-base, on avait l'acide qui était non ionisé et la base qui était ionisée Y-. Et ici, on nous demandait de calculer le pH en fonction d'un pourcentage fixe de forme Y-. Est-ce que quelqu'un a réussi à calculer le pH? N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, je ne l'ai pas redit, mais comme pour la conf que j'avais fait sur la radioactivité, allumez votre micro, parlez, tout ça, ça passera plus vite, ça sera plus agréable. Non? Ok. Vous n'avez peut-être pas trop eu le temps de préparer? Donc, ok. 4,93? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc là, la formule du pH, hein, vous la connaissez, on calculait avec Anderson-Hasselbalch. C'est la formule qu'on retrouve dans tous les exos de chimie des solutions.
et plutôt 3 fois qu'une. La subtilité ici, c'était de comprendre ce qu'on attendait de nous avec ces pourcentages, de formuliser. Le premier commentaire, ou plutôt conseil que j'ai à vous donner par rapport à la chimie des solutions, c'est de toujours réécrire les réactions. À chaque fois qu'il y a une nouvelle réaction, un nouveau couple acide-base, vous réécrivez la réaction, que ce soit avec l'eau ou avec un autre acide, une autre base. Ils ne le font pas nécessairement dans les annales, mais moi, je trouve déjà que c'est super utile pour ne pas se tromper par la suite. Et en plus, je pense que c'est coté au niveau point dans les corrections. Donc là, bon, c'était très classique, hein, un acide qui réagit avec de l'eau pour former une base et des ions H3+. On avait juste à transcrire ce qu'on nous disait dans l'énoncé avec les pourcentages et à remplacer dans la formule d'Anderson. Donc là, c'était vraiment la question classique. Comment on justifie l'utilisation de l'équation de HH, de Anderson-Hasselbalch? Tu veux dire dans le sens, est-ce qu'il faut donner ici une justification, c'est-à-dire quelque chose qui vaudrait des points et une condition d'utilisation, ou est-ce que comment toi tu sais qu'il faut utiliser celle-ci? Ouais. Ah, ok. Bon, là globalement, en fait, l'équation d'Anderson-Hasselbalch, c'est celle que vous allez utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'en fait, les exos, ça parle tout le temps de solutions tampons, hein. Enfin, en tout cas en extrême majorité, on va tout le temps vous demander de calculer des pH pour des concentrations, des solutions tampons, pardon, ou des concentrations de certains composants dans des solutions tampons. Donc, Anderson-Hasselbalch, elle s'applique à partir du moment où c'est un tampon. C'est ça la justification. Alors, j'avoue que moi, je marquais jamais c'est une solution tampon, donc on peut utiliser Anderson-Hasselbalch. Je ne sais pas si ça vaut des points, je pense pas, mais oui. Tampon égale Anderson possible. Ok. Deuxième petite remarque, donc toujours on met la phrase de conclusion si on peut, hein, si on a le temps, qui répond à la question directement. Et pour le pH, au niveau des chiffres significatifs, je sais que d'une fac à l'autre, pour les chiffres significatifs de manière générale, ça varie. Certains qui en mettent un ou deux, certains qui vont à 4, 5, ou je ne sais pas combien après la virgule. Pour le pH, on ne peut pas mettre plus de 2 chiffres après la virgule. Donc comme ici c'est 4,93. Bon, en l'occurrence, ça tombait pile, mais si ça ne se terminait jamais, on ne peut pas en mettre plus que deux. Scientifiquement, c'est une règle comme ça, quoi. Le pH, on ne va pas au-delà de 2 décimales. Tac. Ensuite, la correction écrite, bah, vous l'aurez tout de suite après, hein, je pense, hein. S'il n'y a pas de problème dessus ou de choses que j'ai à corriger, j'ai déjà préparé le PDF, donc vous l'aurez après. Et vous aurez le diapo aussi d'ailleurs. Donc, deuxième partie, du coup, on vous demandait de préparer cette fois la solution tampon dont on parlait dans la première question. Et pour la préparer, on disposait d'une part d'un liquide et d'autre d'un solide. Donc, vous allez voir dans les annales, il y a plusieurs cas de figure. Des fois où on mélange deux solutions, donc un liquide et un liquide. Des fois où on mélange une solution et un solide, c'est le cas ici. Et en fait, ça fonctionne globalement de la même manière. La seule chose qui est différente, en fait, c'est que quand on va mélanger deux solutions, il va falloir prendre en compte la variation de volume, puisque bon, voilà, hein, on ajoute les deux volumes des deux solutions, alors que dans le cadre d'ici d'un solide dans une solution, on considère qu'il n'y a pas de variation de volume. Là, c'est marqué ici, on négligera la variation de volume, mais il ne le marque pas tout le temps, notamment dans un exercice qui est après, il ne précise pas cette petite parenthèse. On considère tout le temps qu'il y a de variation de volume quand on rajoute un solide. Sauf si jamais on vous dit le contraire, mais c'est jamais arrivé dans les annales. Et en plus, ce serait beaucoup trop compliqué. Hop. Du coup, là, on vous demandait la masse d'acétate de sodium trihydraté qu'il fallait ajouter. Est-ce que quelqu'un a réussi à faire les calculs? Alors Mario, moi, je ne trouve pas ça. Amandine, Laure et Tom, ouais, on va dire avec les arrondis qui changent un petit peu, mais je suis d'accord avec ce que vous avez trouvé. Hop.
c'est ça, probablement on est tous d'accord. Donc, ici, la petite mention que j'ai mis avec un tampon pour lequel le recul d'équilibre est total, ça veut dire que la réaction est totale en fait, hein. C'est une autre façon de le dire. Toujours, alors là, je ne l'ai pas fait de manière très stricte, hein, définir les variables avec V machin égale le volume de patati patata. Mais bon, dans l'idéal, il faut le faire. Mais c'est vrai que pour la chimie des solutions, il y a quand même déjà tellement de trucs à faire généralement que ça passe un peu à la trappe. Donc, si vous n'avez pas le temps de le faire, essayez de bien organiser votre raisonnement, comme ce que j'ai essayé de faire ici, avec on pose ça, donc on en déduit ça, ensuite on cherche telle chose. Voilà. Hop. Donc, on cherche, comme j'ai dit, la masse à ajouter. Encore une fois, Anderson-Hasselbalch, hein, puisqu'on est dans le cadre d'une solution tampon. Donc, c'est la formule qui marche tout le temps. J'ai essayé de vous développer les calculs le maximum. Donc, n'hésitez pas si jamais il y a des étapes qui vous manquent, des choses qui ne sont pas claires. Et donc, voilà, moi, j'ai trouvé 4,121. Bon, ça dépend des arrondis que vous faites. Et globalement, voilà, on est d'accord à peu près la plupart. Est-ce que jusqu'ici, ça vous paraît clair, peut-être même pour ceux qui n'ont pas eu le temps de faire les exercices à l'avance, comment on calcule le pH dans des solutions tampons, qui est la question qui revient quand même systématiquement. Est-ce que vous voyez un peu le processus ou pas tant que ça? Moi, j'ai juste une petite question. Ouais. Alors, j'ai peut-être pas compris un truc dans mon cours, mais moi, je m'étais basée sur x sur 0,02 moins x, comme il y a une consommation de l'acide acétique, et pas directement 0,02. Donc, je ne sais pas si c'est logique ou pas. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une consommation de l'acide acétique? Pas Parce que faux. là, on rajoute. Oui, pardon, vas-y. Non, en vrai, oui, non, j'avais fait comme si on avait rajouté un truc qui le consommait, mais en fait, non. En Pardon. fait, là, du coup, ce qu'il rajoute, c'est la base conjuguée. Tu as l'acide acétique qui est en solution et il rajoute la forme solide, alors qu'il va solubiliser, mais qui est la base conjuguée du même couple, en fait. Donc, ils ne vont pas réagir à l'intérieur du couple entre eux, tu vois. Je ne sais pas si c'est clair ou pas comme Ok, explication. merci. Ouais, voilà. Mais par exemple, s'ils avaient rajouté des H3O+, s'ils avaient rajouté des HO1, ou même un acide ou une base d'un autre couple, là, je suis d'accord qu'il aurait fallu le prendre en compte et qu'il y aurait eu consommation parce qu'il y aurait eu réaction entre les deux. Ensuite, la question suivante, c'était sur la molarité. Alors ça, j'ai vu que ces derniers temps, il y avait pas mal de questions sur le Discord sur la molarité, l'osmolarité et les différences entre les deux. Ici, vous aviez trouvé quoi pour la molarité, du coup, dans un premier temps? Ouais, 0,5, pareil. Idem aussi. Ouais, c'est ça. Donc généralement, la molarité, c'est pas ce qui pose problème, hein. On y arrive à peu près tous à calculer classiquement, hein. Ici, c'était juste faire la somme de l'acide et de la base qu'on a ajouté à la solution. Vous récupérez juste en fait les informations de l'énoncé, hein. Le 0,02 mol, c'est ce qu'il y avait dans la solution auparavant qu'on avait calculé. Et les 0,0303 mol pour la base, c'est ce qu'on avait calculé dans la question d'avant, en fait. Il s'agissait juste de faire l'addition et de diviser par le volume, qui est comme on l'a indiqué plus tôt, mais pas modifié par l'ajout d'un solide. Si par exemple ça avait été un mélange de deux liquides, à la place du 0,1, il aurait fallu faire 0,1 plus le volume de l'autre solution. C'est ce qu'on voit, je crois, d'ailleurs, dans un exercice, soit l'exercice d'après, soit le dernier, où il fallait prendre en compte cette variation de volume. Et ensuite, il y avait la question sur l'osmolarité. Qu'est-ce que vous trouviez pour l'osmolarité? Hmm.
C'est ça. 0,805, 0,8054. Je suis d'accord. C'est bien ça. Donc là, c'était quand même un cas simple pour l'osmolarité, mais c'était pas mal pour faire l'introduction sur ce point-là. Donc en fait, l'osmolarité, il faut prendre toutes les parties dissociées de l'élément, du soluté. Donc par exemple ici, quand vous rajoutiez votre sel d'acétate, donc l'acétate de sodium, il fallait prendre en compte le sodium et l'acétate séparément, c'est ce qu'on fait ici. Ils sont en quantité stoichiométrique, puisqu'il y a un sodium pour un acétate à chaque fois. Donc c'était la même chose. Est-ce que pour vous, l'osmolarité, c'est clair? Et je pense qu'il y en a forcément au moins un ou deux là sur les gens qui sont là pour qui c'est pas hyper clair. Et il y a des cas où vous avez un peu de mal à calculer ça. Ça revient quand même souvent sur le Discord. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet tout de suite? Non, pas trop. Par exemple, si ça avait été le glucose, est-ce que la molarité et l'osmolarité, ça aurait été les mêmes ou il y aurait eu une dissociation? Bloc à ce genre de questions? Ok. Ok. Bon, je vais refaire un point là. Du coup, la molarité, comment on trouve 0,0303? Ok, bah alors je réponds à ta question après que j'ai fait le petit point molarité. Donc du coup, la molarité, on va prendre en compte seulement les solutés, les molécules actives. Donc en l'occurrence, ici en acide-base, on va prendre en compte tous nos acides, toutes nos bases. Ici, c'est simple, il y a un acide et une base, donc ça ne va pas chercher bien loin. C'est en fait les choses qu'on a ajoutées. On avait l'acide acétique en solution dès le début, et on a ajouté de l'acétate. C'est ce qu'on prend en compte ensuite. Pour l'osmolarité, il faut prendre en compte la dissociation des éléments. L'acide acétique, donc CH3COOH, lui, il ne se dissocie pas, puisqu'il est relié à rien du tout, il est tout seul, donc il va compter pour 1. Dans une solution, si on n'avait que de l'acide acétique, la molarité et l'osmolarité seraient égales. Ici, comme on rajoute de l'acétate, qui est un sel, qui est lié en fait par liaison ionique au sodium, il faut prendre en compte la dissociation. Parce que quand il est sous forme solide, on est d'accord que les deux sont reliés, mais dès qu'on va être en solution, les deux vont se séparer, c'est-à-dire se dissocier, et il va falloir les prendre en compte indépendamment. Et donc, c'est ce qu'on voit ici, où on ajoute la quantité de matière de sodium. Mais par exemple, vous auriez pu avoir quelque chose qui se dissocie en 3 parties différentes. Vous auriez pu avoir 2 atomes de sodium pour une seule molécule qui serait chargée de moins. Et dans ce cas-là, il aurait fallu le prendre en compte 3 fois. Donc pour l'osmolarité, vous prenez vraiment toutes les petites briques individuelles en compte, on va dire. Tout ce qui se dissocie. Alors pour la molarité, vous prenez que les briques essentielles, on va dire, actives. Je ne sais pas si ça t'aide, Océane. Est-ce que c'est un peu plus clair ou pas? Oui, ok. De toute façon, on y revient par la suite. Il y a encore une question là-dessus, donc on pourra revoir. Ensuite, pour l'or, comment on trouve le 0,030? Oups, j'ai mis la correction. Le 0,0303. En fait, c'était dans la question précédente, si je reviens ici. Donc, en fait, c'est ce que tu extrais de ton équation d'Anderson. Tu vois ici. Mais du coup, le facteur 10, c'est-à-dire le facteur 10. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. N'hésite pas à prendre le micro si tu veux. Tu as eu 100, mais 100 ml. Ouais, alors ce que j'ai essayé de faire pour la correction, c'est de tout mettre en litres et tout en mol quasiment. Sauf pour certaines questions où il y a une question, je crois, où j'ai mis en ml, mais sinon tout le temps mettre en litres, tout le temps en mol, pour que tout le monde puisse s'y retrouver en fonction de quelle unité vous avez choisi, comme c'est un peu les unités de base, on va dire.
Et c'est vrai que moi, dans les calculs, surtout en chimie des solutions où vite, on a beaucoup de chiffres, beaucoup de données qui s'ajoutent, je préfère tout le temps garder les unités de base, c'est-à-dire tout mettre en litres, tout mettre en mol, et après, une fois que j'ai mon résultat, je le mets dans une unité pardon, qui est un petit peu plus adaptée. Donc, ça évite de faire des erreurs de conversion ou d'additionner des choses qui sont des unités différentes. Bon, ça, après, chacun fait un peu comme il veut. Dans les corrections, je sais qu'ils aiment bien travailler directement en millimol, en millilitres, mais je trouve qu'on a quand même vite fait de faire une erreur d'inattention dans le stress du concours quand c'est comme ça, et d'oublier de reconvertir ou des choses comme ça. Ensuite, là, c'est une question qui était un petit peu plus compliquée, où en fait, on nous demandait s'il fallait ajouter des protons ou des H- à notre tampon A pour en fait modifier l'ionisation de notre molécule YH. Donc, on était à 30%, je crois, dans la première question, et ici, vous voulez la faire passer à 50%. Donc, déjà, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il faut ajouter des protons et est-ce qu'il faut ajouter des H-? Est-ce que quelqu'un veut dire pourquoi on ajoute l'un ou l'autre et comment on le sait rapidement? Ouais, H-, je suis d'accord. Et comment vous savez qu'il faut ajouter des H-? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. On veut, comme vous l'avez dit, en fait, augmenter la part de forme ionisée, donc la part d'Y-. Et donc, tout simplement, il va falloir ajouter des H- pour réagir avec le YH, qui est l'acide, comme ce que vous dites dans les commentaires. C'est un acide, du coup, on veut basifier le milieu. C'est ça, voilà. On alcalinise. Hop, c'est ce que je vous indique ici. Est-ce que vous avez trouvé un résultat pour du coup la quantité d'H- qu'il faut ajouter? Si c'est le début du raisonnement, hein, mais la fin de la correction est après, j'attends de voir un peu vos réponses dans le chat. Est-ce que tu peux mettre une unité iPad, s'il te plaît? Ouais, je suis d'accord. Il y en a d'autres qui avaient réussi ou pas? Non? Ok. Donc je vais revenir un petit peu plus. J'ai un. Bon, il y aura un autre arrondi. Ok, donc je vais revenir un petit peu plus alors sur le raisonnement. Donc, comme je l'ai dit en préambule, ici, on était à 30% de forme Y-, de forme ionisée, et on veut passer à 50%. Alors, la chose à savoir, ça, c'est une définition, en fait. Euh, le point, donc le moment où on a autant de formes acides que de formes bases, c'est ce qu'en fait, la situation que décrit l'énoncé ici, c'est le moment où on a pH égale pKa. Donc ça, je pense que vous avez déjà vu un peu le petit diagramme qu'on peut faire. Quand on est à un pH plus petit que le pKa, c'est la forme acide qui prédomine. Quand on est à un pH supérieur au pKa, c'est la forme basique qui prédomine. Et quand on est à pH égale pKa, les deux sont équivalents. Donc en fait, ce qu'on va rechercher ici, c'est la situation, enfin plutôt la quantité d'H- qu'il faut ajouter pour que le pH soit égal au pKa. Le pK, on vous le donnait dans l'énoncé, hein, 5,30, c'était dans la toute première question. Ensuite, on pose nos variables. Donc moi, j'ai appelé x la quantité d'H- qu'on rajoute,
Et VA, c'est tout simplement le volume de solution A, solution tampon A, qui est 5-10-3. Comme je vous ai dit, je mets tout en litres plutôt que de travailler avec des millilitres pour ne pas faire d'erreur. Dans cette solution A, on a dit tout à l'heure qu'il y avait deux composants. Quand on parlait de la molarité, il y avait l'acide acétique et l'acétate. Donc, j'ai calculé la quantité de matière de chacune de ces deux formes. Pour l'acide acétique, c'était 10-3 moles, donc 1 millimol pour ceux qui font en millimol. Et pour l'acétate, c'était 1,5 10-3 moles, donc 1,5 millimol pour ceux qui font en millimol. Jusqu'ici, est-ce que c'est clair le raisonnement ou pas, avant que je passe à la deuxième partie? C'est quoi le 0,1? La division, donc, c'est ça? De diviser par 0,1? C'est... Alors, attends. C'est... Voilà, désolé, j'ai une absence là. Donc oui, alors. Le volume B. Oui, c'est ça, pardon. Heureusement qu'il y en a qui suivent mieux que moi. En effet, dans la question 3, pardon, j'avais défini le VB. Alors, attends, si je vous remets ça ici. Et donc, c'est ça, en effet, même dans la question 2, d'ailleurs. Hop. Ouais, c'est ça. OK. Ça fait plaisir, vous suivez, vous suivez mieux que moi. OK. Donc, deuxième partie, maintenant qu'on a déterminé la quantité de matière de l'acide et la quantité de matière de la base, et puis qu'on a défini notre inconnu, qui est la quantité d'H-. Et ben, comme d'habitude, c'est une solution tampon, donc on utilise Anderson-Hasselbalch. Ça n'y a pas de surprise. C'est la même forme que tout à l'heure, simplement là, le pH qu'on recherche, ça va être 5,3, comme on en a parlé juste avant. Le pKa ici, on fait bien attention à mettre le bon pKa. Donc en l'occurrence, 4,75, c'est celui du couple acide acétique et acétate. Et ensuite, on reporte nos quantités de matière, donc 1,5 et 1. Et là, on pense bien à ne pas se tromper dans le plus et le moins. Donc ici, c'est assez simple en fait. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait ici, mais vous pouvez refaire l'équation. J'aurais dû le faire d'ailleurs, pour montrer comment réagit H-. Ici, H-, il va réagir avec l'acide acétique, donc le COOH, pour former de l'acétate, c'est-à-dire le COO-, et de l'eau, H2O. Donc le plus, il est bien au niveau des bases, c'est-à-dire au numérateur, puisqu'on va augmenter la quantité de COO- en en produisant. Et puis le moins, il est bien au dénominateur, puisqu'on va diminuer la quantité d'acide, puisqu'il va réagir. Une fois que vous avez posé donc, cette équation d'Anderson-Hasselbalch et que vous avez remplacé les valeurs, il ne vous reste plus que le x en inconnu. Donc là, vous avez juste à développer et retourner l'équation jusqu'à isoler le x. Donc ça, voilà, c'est des trucs classiques avec les logarithmes qu'on fait un peu partout. Et on trouvait bien 4,5 10-4 mol ou 0,45 millimol pour ceux qui font en millimol. Est-ce que là, c'est clair pour ceux peut-être qui n'avaient pas réussi ou même pour ceux qui n'avaient pas forcément fait l'exercice? Sinon, dites-moi. C'est clair? OK. Super. Super, super. N'hésitez pas à me faire répéter. Ensuite, dernière question. Dans le tampon A, l'acétate de sodium est présent dès le début ou pas? Non. Regarde, si on remet la question ici où on nous demande de préparer la solution A, on te dit bien qu'on dispose d'une solution d'acide acétique, qui est la solution B, et après on rajoute nous-mêmes l'acétate à la main, entre guillemets.
Si on aurait voulu rajouter des H3O+, ça aurait été moins X en haut et plus X en bas, non? Ouais, c'est ça. Parce que du coup, les H3O+, ils auraient réagi avec l'acétate, COO-, pour former de l'acide acétique COOH et encore une fois de l'eau. Donc, si vous avez un doute sur est-ce que le plus ou le moins est en haut ou en bas, refaites l'équation de réaction. Et globalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Je me note sur mon papier de la rajouter pour la correction papier. Hop, rajouter pour la question 5 l'équation. Tac. Hop. Ensuite, dernière question, où on nous demandait de préparer à partir de la solution B, donc en fait c'est juste de l'acide acétique, et de l'acétate solide dont on avait parlé auparavant, 250 ml d'une solution tampon à un pH fixe. Alors là, on pourrait avoir l'impression qu'en fait, c'est un peu la même chose que ce qu'on fait depuis le début, sauf que c'est juste le volume qui change. Mais il y a quand même une différence qui est assez importante, qui est en fait que là, on nous fixe la molarité du tampon. C'est en fait une des conditions de la question. On nous dit qu'on veut que la molarité soit de 0,20 molaire. Est-ce que vous avez réussi à calculer, du coup, la recette de cette solution-là, de ce tampon-là? Ça, c'est une question qui revient assez régulièrement, où il vous demande un peu la méthode pour fabriquer un tampon et où vous devez donner les volumes et les masses de tous les composants qu'on ajoute. Ouais, c'est ça, Tom, je suis d'accord. Parfait. Parfait, parfait. Hop. Donc, je vous mets la correction et puis je vais refaire un peu comme pour la question précédente, le déroulé pour voir comment est-ce qu'on s'organise pour répondre à cette question. Donc, moi, je marque toujours ce qu'on veut. Alors, peut-être que ça vaut des points, peut-être que ça ne vaut pas de points, mais en tout cas, moi, ça m'aide à y voir plus clair. Donc, je marque les conditions qu'on nous pose dans l'énoncé. On veut que la molarité du tampon, ce soit 0,20 molaire. Et on veut que le volume du tampon, ce soit 0,25 litres. J'aurais pu rajouter une condition, d'ailleurs, qui était celle du pH, à 5,3. Donc, ce qu'on peut en déduire de cet énoncé-là, c'est la quantité de matière totale qu'il y aura dans ce tampon-là. Pour ce faire, on multiplie la molarité par le volume du tampon, donc 0,20 par 0,25, et on sait qu'en tout dans notre tampon, il y aura 0,05 mol. Ensuite, je fixe mes inconnus, donc les choses que je vais chercher à déterminer dans cet énoncé, le volume de solution que j'ai appelé X, et la quantité d'acétate trihydraté que j'ai nommé Y. Donc là, on voit bien que X et Y ne vont pas avoir la même unité. Hein. X, c'est un volume et Y, c'est une quantité de matière. Donc, il va falloir faire un petit twist pour revenir à ça. Ensuite, en récupérant pareil, mes inconnus et la quantité de matière totale que j'ai déterminée juste auparavant, je fais une équation avec 0,2x plus y égale 0,05 mol. Alors, d'où est-ce que ça sort? Eh ben, en fait, la quantité de matière totale qu'on va avoir dans le tampon, ça correspond à la somme de mon acétate et la somme de mon acide acétique. Donc, mon acide acétique, qui est le membre 0,2x, ce qui correspond à la solution B, et le Y, qui correspond à l'acétate, qu'on ajoute en poudre. Ensuite, on se lance dans l'équation d'Anderson. Mais est-ce que jusque-là, c'est clair? Avant de commencer l'équation d'Anderson, de pourquoi est-ce qu'on pose cette équation, pourquoi est-ce qu'on calcule des quantités de matière totale, comment est-ce que je choisis mon volume, ce genre de choses. Là, d'ailleurs, dans cet énoncé, c'est vrai qu'il y a un petit truc, le 0,2x, ok, bah c'est ce que j'allais dire. Le 0,2x, ce n'est pas la molarité du tampon. On voit que le tampon, il fait 0,2 molaire,
mais ça correspond en fait à la concentration d'acide acétique, donc qui est 0,2 molaire. En l'occurrence, là, ça a été choisi le même chiffre. Je ne sais pas si c'était pour nous faciliter la vie ou pas, mais ça aurait pu être un chiffre totalement différent. Si on avait eu l'acide acétique à une autre concentration, je ne sais pas, 0,5, bah, du coup, ça aurait été différent. Ça n'aurait pas été le 0,2. Hop. Du coup, je passe à l'équation d'Anderson-Hasselbalch, où encore une fois, on est dans un tampon, donc c'est celle-là qu'on utilise. La formule, c'est la même au départ que toutes les fois précédentes. Ici, comme je l'ai indiqué, le Y, c'est l'acétate, donc c'est la base, ça va au numérateur, et le 0,2X, c'est l'acide, donc ça va au dénominateur. Ensuite, vous retournez votre équation pour soit isoler le X, soit isoler le Y. Il n'y a pas d'importance. Ici, j'ai fait avec le Y. Et ensuite, ça fonctionne avec un système, en fait. Donc, vous utilisez... Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir ma souris. Et il y a une fonction annoter. J'ai jamais utilisé ça de ma vie sur Zoom. On va voir si ça marche. Là, je vois plus ma souris. Ça marche pas du tout. Est-ce que ça marche ça? Ah oui. Dites-moi si vous voyez le truc rouge. J'ai jamais fait ça, donc je sais pas, mais... Ouais, ok, super. Donc vous avez cette première équation et cette deuxième équation. Toutes les deux ont du x et du y. Et donc en fait, en fusionnant les deux, en injectant l'une dans l'autre, vous allez pouvoir isoler soit x, soit y, parce qu'il n'y aura plus qu'une seule inconnue. Enfin bon, c'est un système, hein, c'est comme ce qu'on fait, comme ce qu'on faisait au lycée. Je crois que c'est au lycée, peut-être au collège, je ne sais plus. Donc voilà. Et après, on identifiait le x qui était un volume 0,055 litres ou 55 millilitres pour ceux qui font en millilitres. Et puis après, on avait des moles avec le Y, comme je l'avais défini, c'est une quantité de matière, qu'après je transforme en masse avec la masse molaire qu'on nous donnait dans la question 2. Hop. Et après, la phrase de conclusion, qui ici est peut-être encore plus importante que pour les questions précédentes, où vraiment on résume la recette, en fait, où on indique qu'on met telle masse d'acétate dans tel volume d'acide acétique et qu'on complète aux 250 millilitres avec de l'eau. Est-ce que je peux supprimer ces trucs? Ouais, ok. Si on a calculé Y sans le X, on peut retrouver le volume quand même. C'est-à-dire, n'hésite pas à prendre le micro pour expliquer si tu veux. Je vais passer comme ça sera peut-être plus simple. Moi, je suis passée en fait, je suis partie en nombre de moles dès le départ. Donc, X était un nombre de moles et Y aussi. Donc, X plus Y égale 0,05. Et du coup, en remplaçant dans mon équation d'Anderson-Hasselbalch, je me retrouve avec B sur A environ égal à 3,55, enfin le 10 puissance 0,55. Et donc, du coup, je retrouve le nombre de moles de B et le nombre de moles de A, mais je n'ai pas de volume. Ok, bah, ça marche. Moi, ce que j'ai fait, c'est du coup, j'ai fait la conversion tout de suite en volume, mais toi, tu peux la faire à la fin normalement. Si tu sais en fait le nombre de moles d'acide acétique que tu veux rajouter, donc le nombre de moles dans ta solution B, bah, en fait, tu le convertis en volume. Je ne sais pas si tu vois, la formule, Oui, c'est effectivement. concentration égale quantité de matière sur volume. Et donc, si tu veux ton volume, tu as juste à faire la quantité de matière divisée par la concentration. Donc, normalement, si tu fais ton X divisé par 0,20, ça doit te donner la même chose. Si tu veux tester en live, je ne sais pas si tu as une calculette. C'est que moi, Oui, j'ai c'est ça. préféré. Ouais, ça marche? Ok, top. Donc là, oui, il n'y avait pas de. Enfin, c'est comme vous êtes le plus à l'aise, hein. Si vous préférez utiliser tout le temps des quantités de matière, faites-le. C'est vrai que c'est plus naturel, puisque dans Anderson, au final, c'est des quantités de matière qu'on a dans le log. Moi, j'avais fait en volume parce que du coup, ça donnait directement le résultat, mais là, comme vous êtes le plus à l'aise. La méthode à Marion, ok. Alors, en fait, ce qu'elle a fait, c'est que
le X, elle l'a défini différemment. Plutôt que de donner un X en volume, elle a donné un X en quantité de matière. Pour directement avoir dans l'équation d'Anderson, en fait, le X. Et après, il faut qu'elle le retransforme en volume à la fin pour donner la recette du tampon. En fait, elle a procédé de la manière dont on a procédé pour les questions précédentes, en utilisant tout le temps des quantités de matière. Et puis, voilà. Ouais, tu vois. Donc là, c'est comme vous préférez, hein, il n'y a pas de préférence. Mais c'est vrai que peut-être que la méthode de Marion est mieux pour ne pas faire d'erreur, vu que tout est en la même unité, il y a moins de manip, donc c'est vrai que c'est peut-être mieux. Et ensuite, est-ce que tu peux réexpliquer l'histoire du 0,2 ? C'est la molarité de la solution B ou du tampon ? Solution B. Alors, ça dépend de quel 0,2. Alors, je vais reprendre l'outil annoté, tiens, donc j'ai découvert comment ça marchait. Ça marche, yes. Cette partie-là, donc tu as un 0,2 qui est ici. Là, c'est ce 0,2 là. Et maintenant, si je change de couleur, j'expérimente. Hein. Ce 0,2 là, c'est ce 0,2 là. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais... Yes, ok. Tac. Ok, donc c'était tout pour cet exo. Est-ce que vous avez des questions ? Un truc qui ne vous a pas paru clair dans une explication précédemment ? Une question sur une définition ? Un truc ? Ou est-ce qu'on passe à la suite ? De toute façon, là, on va en revoir un petit peu de la molarité et tout ça. Hein, donc, je pense qu'on peut passer à la suite et on verra si jamais vous avez encore des questions. Hop. Donc là, c'était exactement dans le même principe hein, que ce qu'on a fait précédemment pour cette première question pour l'exo 2, où on nous demandait de calculer le volume d'H- qu'il fallait ajouter à de l'acide acétique pour obtenir un tampon à pH 5. Donc en plus, là, c'était le même couple acide-base que précédemment, donc on n'est vraiment pas dépaysé. Je pense que cette question, je peux passer rapido. Est-ce que vous avez trouvé un volume ou pas ? 6,4, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc là, bien faire gaffe, hein, on nous demande un volume, donc on ne répond pas à une quantité de matière ou des trucs comme ça. Donc bon, comme j'ai dit précédemment, on essaie de tout le temps de mettre l'équation de la réaction pour déjà ne pas faire d'erreur et puis gagner des points. Et puis ensuite, c'est exactement le même principe que précédemment. J'ai calculé la quantité de matière d'acide acétique qui correspondait à 100 ml de cette solution. Ensuite, j'ai défini mon X qui est mon volume, hein, puisque c'est ce qu'on me pose dans la question. Et en fait, comme c'est une solution molaire, c'est-à-dire que la molarité, donc la concentration de cette solution est à 1 molaire, en fait, vous voyez que ça va être directement égal à la quantité de matière. Donc ça, il faut faire gaffe dans les énoncés quand on lit un peu vite, parce que comme ce n'est pas des chiffres directement, on peut louper l'information. Mais voilà, molaire, c'est bien 1 molaire. Et des fois, il y a l'expression décimolaire aussi qui est utilisée. Alors là, c'est 0,1 molaire. Voilà, pas faire gaffe à pas se faire, enfin faire gaffe pardon à pas se faire avoir. Encore une fois, c'est un tampon donc Anderson Hasselbalch, on ne fait pas dans l'originalité. Et ici, bon bah c'est 6,40 millilitres. Et d'ailleurs, si vous aviez fait en quantité de matière comme Marion tout à l'heure, vous deviez trouver, je pense, 6,40 millimoles. Je ne l'ai pas fait comme ça, mais je pense que ça doit être ça, vu que c'est égal. Et après, vous pouviez le reconvertir en ça si vous voulez, mais bon. Là, ça faisait plus perdre du temps qu'autre chose. Hop, je pense que tout est bon. Ici, on vous demandait de calculer la molarité du tampon. Donc, même question que tout à l'heure, sauf que cette fois, ça va encore plus vite.
il y avait, on va dire, deux méthodes pour le faire. Il y a une méthode qui va très rapide en une ligne et une méthode un peu plus longuette qui n'est pas recommandée. Qu'est-ce que vous trouviez comme valeur ici pour la molarité? 0,094 molaires. OK. Il y en a qui ont trouvé des trucs différents ou pas? Non? Vous n'avez pas trouvé? OK. Bon, bah, c'était bien 0,094 molaires et ici, en fait, c'était entre guillemets, «tout simple», de calculer cette molarité puisqu'en fait, littéralement dans l'énoncé, on nous indiquait qu'on ajoutait, 0,1 molaire. Donc ici, la quantité de matière, elle se calculait, très rapidement. Et par contre, la subtilité à laquelle il fallait faire attention ici, c'est qu'on a ajouté un volume d'H-. Donc on n'est plus dans les 100 millilitres de solution d'acide acétique dont on nous parlait pardon, ici, comme vous voyez à la fin de l'énoncé, là, les 100 millilitres. Il fallait bien prendre en compte le volume que vous avez calculé à la question précédente. Donc il fallait faire la somme 100 millilitres plus les 6,4 millilitres que vous avez calculés. Donc moi je l'ai marqué en litres, hein, mais ça ne change pas le propos ni la méthode. Est-ce que pour ceux qui étaient moins à l'aise avec les molarités, osmolarités, c'est clair pour vous maintenant? La différence entre les deux et puis le fait qu'il faut faire super attention au volume si jamais on ajoute des liquides ensemble. Est-ce que ça va sur cette partie ou pas? Parce qu'on n'en reparle pas par la suite, il n'y a pas d'autres questions là-dessus. Yes, c'est bon? Ok, parfait. Question suivante, qui est la capacité tampon de ce tampon. Donc ça, c'est pas une question qui tombe hyper souvent, mais si on ne sait pas ce que c'est, on a l'air quand même un peu bête, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. Est-ce que quelqu'un peut me définir la capacité tampon? Au micro, hein, vous embêtez pas à l'écrire, et puis pas une définition Larousse, hein, une définition avec vos mots. Hein. Alors, iPad dit quantité d'H- ou d'H3O+ rajoutée pour faire varier le pH d'une unité autour du pKa. Ok, il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Donc c'est ça l'idée. On va s'intéresser aux H3O+ et aux H-. Donc la définition que j'ai, moi, qui change un tout petit peu sur la fin par rapport à celle d'iPad, c'est que c'est la quantité donc d'H3O+, je suis d'accord, et d'H- qu'on peut ajouter à une solution tampon sans changement significatif de son pH. C'est ça qui est, je pense, un mot important, c'est le changement significatif. Alors, je suis d'accord du coup avec toi, PKA, qu'un changement significatif, ça correspond en fait à une unité autour du pKa, c'est-à-dire pKa-1 quand on est dans le cadre de la capacité tampon acide et pKa+1 quand on est dans le cadre de la capacité tampon alcaline. C'est un peu tout le temps le même seuil hein, qu'on choisit, hein, pKa+1, -1, c'est pas très original dans ce cas-là. Et donc ici, en fait, c'était une double question parce que comme il demandait la capacité tampon, il fallait calculer à la fois la capacité acide et la capacité alcaline. Donc la première chose à faire, c'était tout simplement de calculer en fait les quantités de matière d'acétate et d'acide acétique qu'on avait en solution. Donc ici, bon, bah, c'est tout simple. Hein. C'est ce qu'on avait calculé auparavant. Donc CH3CO au moins, il y en a 0,064 mol. Si vous avez fait en millimol, ça fait 6,4. Et puis pour l'acide acétique, il fallait simplement faire en fait la soustraction. Donc la molarité,
D'ailleurs, ce n'est pas la molarité. Là, je viens de marquer molarité, mais ce n'est pas la molarité. Donc, je corrigerai dans la correction. C'est la concentration de la solution d'acide acétique. Donc, à bien corriger ça, je me note. Désolé pour la faute. Ce n'est pas molarité, c'est concentration de la solution d'acide acétique. Donc, 0,01 moins 0,0064, ce qui vous donne 3,6 millimoles. Pour la résolution, du coup, toujours pareil, en chimie des solutions, on pose des inconnus. Ici, l'inconnu pour la capacité acide, je l'ai appelé X, qui est la quantité d'H3O+, pour faire varier d'une unité le pKa par rapport au pH. Encore une fois, il fallait bien faire gaffe à prendre en compte que c'était un volume différent cette fois. C'est 0,1064, pardon. Donc nos 100 ml de base plus les 6,4 ml qu'on a ajouté d'H-. Et après, c'était Anderson-Hasselbalch pour faire original. Je vous promets que pour le dernier exercice, il y a une autre formule pour qu'on voit un peu autre chose. Est-ce que pour la capacité acide, c'était clair pour vous ou pas? Parce qu'après, il y a la capacité alcaline, mais ça fonctionne de la même manière dans l'autre sens. Et comme Johan, tu disais tout à l'heure, ici, on ajoute des H3O+. Donc, c'est bien le moins qui est en dessus au numérateur et le plus qui est en dessous au dénominateur. Non, j'ai pas de réponse sur si c'est clair. Donc, je vais essayer d'expliquer la capacité acide et on va voir si c'est clair. Si, c'est bon. OK. Donc, même méthode, sauf qu'ici, j'appelle Y pour mon inconnu, qui est la quantité de matière H-, qu'on ajoute toujours à notre volume pour avoir un pKa, cette fois, qui varie dans l'autre sens. Donc, pKa plus 1, pour alcaliniser, donc un pH plus haut, pardon. Et c'est la même chose. On remplace dans Anderson-Hasselbalch. On isole notre... Bon, d'ailleurs, j'ai marqué X, mais c'est Y en l'occurrence. Il faut que je change aussi. Et vous trouviez ce résultat-là. Alors, dans cette annale, j'ai regardé la correction que eux avaient proposée, et ils proposaient à la fois ce résultat-là et aussi celui pour 1 litre. Mais j'avoue que j'ai essayé de chercher un peu les définitions exactement de la capacité tampon et tout, et j'ai pas trouvé de définition qui disait qu'on devait la définir pour 1 litre. Donc, et dans mes cours, pareil, on le définissait pour le volume de solution tampon qu'on avait. Donc pour ça, moi j'ai mis que pour 0,1064 litres et pas pour 1 litre. Je ne sais pas ce que vous aviez fait. Je suis en train de vous achever un peu, j'ai l'impression là. Du coup, dernière question de l'exercice 2. Où là, c'était une question classique. Hein. C'est la même chose que ce qu'on avait déjà vu précédemment. On veut tamponner une solution. Ici, en l'occurrence, c'est une solution de protéines d'1 millilitre qui est préparée dans le H-. Ajouter. Ok, donc toi, tu as une définition qui prend le 1 litre en jeu. Ok. Ok. Bon, bah là, du coup, en l'occurrence, hein, ce qu'il y avait à faire pour 1 litre, hein, c'était juste un produit en croix, hein, du coup. Vous multipliez, enfin, vous divisiez le résultat qu'il y avait là par 0,1064 et ça vous donnait pour 1 litre. Je regarderai et voir si je peux l'ajouter à la correction. Hop. Tac. Du coup, pour cette question, qu'est-ce que vous aviez trouvé comme réponse? Vous n'aviez pas trouvé de réponse?
Si vous n'avez pas trouvé, vous pouvez me dire pourquoi, hein, ce qui vous a posé problème, ce qui n'était pas clair. Ouais, Camille, je suis d'accord avec toi. 0,6 millilitres. Hop. Donc voilà comment on procède. Toujours de la même manière. On calcule la quantité de matière d'H- qui correspond à ce qu'il y a dans la solution. On nous donne le volume et la concentration. Donc on a simplement à faire un produit. Et ensuite, on pose une inconnue. Ici, je l'ai appelée V parce que c'était un volume. Et cette inconnue, elle correspond au volume de tampon qu'on ajoute à notre solution de protéines. Si on rassemble un petit peu tout ça, vous voyez qu'on a deux équations qu'on obtient avec l'inconnu. La première, c'est celle de la quantité de matière d'acétate, et la deuxième, la quantité de matière d'acide acétique. Ça fonctionne de la même manière, hein. On fait un rapport concentration sur volume. Et voilà. Ensuite, Anderson-Hasselbalch, parce que, comme je le répète pour la 15e fois, on est dans un tampon, donc c'est cette formule qui rentre en jeu. Et on a juste à remplacer. Ici, j'ai essayé de vous laisser un peu toutes les grosses fractions pour que vous ayez les valeurs exactes dans le calcul. Mais bon, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez faire des calculs intermédiaires. Pas compris le produit en croix? Donc pour la question précédente, ici. Donc en fait, c'est si tu veux avoir la réponse pour 1 litre. Attends, maintenant que je peux faire des dessins, je ne vais plus m'arrêter, hein. Donc on a dit que tac, on avait 0. Ouf, ah ouais, c'est quand même compliqué. 0,027 qui était dans 0,1064. Bon, c'est un peu laborieux, mais je fais ce que je peux. Et on veut savoir ce qu'il y a dans 1 litre. Donc le produit en croix, c'est ça. Multiplié par 1, bon, bah, ça ne change rien. Donc on a juste à faire 0,027 sur 0,1064. Aïe, aïe. Ok, c'est bon, tu as compris, parfait. Tac. Hop, je retourne à la question de tout à l'heure. Tac. Ici, donc comme je disais, je vous avais laissé tous les rapports pour faire les valeurs exactes, mais si vous êtes plus à l'aise avec des calculs intermédiaires pour ne pas vous trimballer des grosses valeurs, bon, bah, c'est comme vous préférez. Ça peut varier un peu sur l'arrondi, mais ça ne change pas grand-chose. C'est tout pour cet exo. Alors les deux premiers exos, ils étaient quand même très similaires, hein. C'était vraiment un peu les mêmes choses qu'on demandait, mais ils se complétaient un petit peu parce qu'il y avait l'histoire de capacité tampon qui était intéressante et un peu originale. Et puis, il y avait cette histoire de pourcentage, de forme ionisée, qui est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans les annales, donc vous voulez en parler si jamais ça tombait. Comment on trouve les concentrations de CH3COH et COO-? Ici, tu veux dire? C'est ça? Ouais. Alors, si tu regardes, en fait, il faut prendre en compte les questions précédentes, hein. C'est-à-dire les étapes qu'on a fait avant. Ici, tac, 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 on avait calculé donc les quantités de matière, donc 0,0064 et 0,0036 pour l'acétate et l'acide acétique respectivement. Et donc dans cette question-là, on les réutilise en divisant par du coup le volume du tampon. Comme j'ai répété plusieurs fois, il fallait bien prendre en compte le volume d'H- qu'on ajoute, donc c'est 0,1064 et pas 0,1. Et après, on multiplie par ce qu'on recherche, par notre volume. Je ne sais pas si c'était très clair. Peut-être pas.
Yes. Enfin, n'hésite pas, si après vous refaites les exos pour vous entraîner et que c'est toujours pas clair avec la correction écrite, on pourra vous envoyer un message sur le Discord. Hein. Pourquoi on multiplie par le volume? Ça, tu veux dire l'inconnu, le petit V là? Ouais. Ouais, c'est ce qu'on recherche en fait. C'est ce qu'on recherche dans notre question. Parce que là, tu vois, tu as des quantités de matière. Alors, attends, est-ce que je reprends du... Non, je vais peut-être pas l'écrire, ça, parce que vu le temps que ça me prend à faire des trucs. Comment t'expliquer? Tac, 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 tac. Donc, dans la Anderson-Hasselbalch, CH3CO-, donc l'acétate, et puis l'acide acétique en dessous, c'est des quantités de matière, ou des concentrations d'ailleurs. C'est des concentrations. Et donc, tu multiplies par le volume, parce que concentration fois volume, ça donne une quantité de matière, justement. Tu vois que le 10 puissance moins 5 que j'ai mis, c'était la quantité de matière de H au moins. Ce n'est pas une concentration d'H au moins. C'est des moles, le 10-5. Et donc, on multiplie ça, c'est une concentration, par un volume, pour que ça nous donne une quantité de matière. Ça, c'est censé être un N. Parce que ça, c'est aussi une quantité de matière. Pour que ce soit la même unité, sinon on ne peut pas faire la somme. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, c'est bon? Ok. Parce que oui, je redis au cas où, ça, c'est une quantité de matière, ça, c'est un volume. Donc, ensemble, la division, ça fait une concentration. On multiplie par le volume pour obtenir une quantité de matière qu'on peut ajouter à cette quantité de matière-là. Voilà. Tac. Ok. Donc, comme je disais, n'hésitez pas à revenir s'il y a la correction, c'est pas aussi clair que ça pour vous. Avec la correction écrite, j'entends. Et puis, je vous réexpliquerai sur le Discord. Hop, donc question, exo 4, qui lui était un peu original, qui était donc sur les indicateurs colorés, les points d'équivalence en titrage et les espèces en solution. Donc ça, c'est pas un truc qui tombait souvent. Et quand on n'y a pas été confronté, je pense que ça surprend un peu, d'une mauvaise manière. Et donc, ça me paraissait intéressant d'en parler aujourd'hui. Donc, bon, je ne vais pas vous relire tout l'énoncé, mais juste vous expliquer le principe. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils dissolvent dans de l'eau du carbonate de sodium et de l'hydrogénocarbonate de sodium. Et après, ils font un titrage par de l'HCl, de l'acide chlorhydrique. À l'intérieur, ils ont mis un indicateur coloré. Le premier, c'est la phénylphtaléine. Et ils décrivent que le premier point d'équivalence, il intervient quand ils ont ajouté 10 ml d'acide chlorhydrique. Et après, on a un deuxième point d'équivalence qui correspond cette fois à l'indicateur coloré héliantine et qui lui intervient après 18 ml d'ajout d'HCl. On vous donner des informations de masse molaire, de pKa pour les bases et acides et pour l'indicateur coloré du deuxième point d'équivalence. Et là, on vous demandait déjà, première question, quelles sont les espèces en solution au point d'équivalence et quel est le pH de la solution? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à la première partie? Donc, quelles sont les espèces en solution? Il n'y a pas de surprise, hein, c'est que des choses dont on vous parle dans l'énoncé et il s'agit de donner celles qui restent en solution à ce point-là. Est-ce que quelqu'un veut...
veut dire sa réponse et puis éventuellement son raisonnement. Donc, j'ai une réponse à HCO3-. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je ne vais pas attendre plus de réponses parce que vous ne bousculez pas, mais c'est bien HCO3-. Alors, j'ai rajouté Na+, et Cl-. Je ne sais pas si il faut les rajouter pour les corrections du CNCI. Honnêtement, enfin, le jour du concours, j'entends. Vu qu'il n'y a pas de points négatifs, moi, je les mettrai quand même. Mais je suis d'accord que la seule espèce qui va nous intéresser, parce que c'est l'espèce active, c'est le HCO3-. Donc l'hydrogénocarbonate de sodium. Enfin, en l'occurrence, juste hydrogénocarbonate en fait. Et le Na, donc le sodium, il vient du sel de carbonate et d'hydrogénocarbonate. Et puis le Cl, il vient de l'acide chlorhydrique. Voilà. Je les ai mis parce que je ne savais pas s'ils étaient nécessaires. Donc dans le doute, il vaut mieux en mettre plus que pas assez. Même commentaire que j'avais fait pour les exos précédents, on peut toujours faire les équations de réaction pour ne pas se tromper. Ici, je trouve que c'était quand même assez intéressant, enfin important plutôt, notamment la deuxième, celle du carbonate avec le H3+, donc l'ion oxonium, qui qui formait plutôt de l'hydrogénocarbonate et de l'eau. Ensuite, là, en fait, dans cette question, dans l'énoncé, il parlait de changement de couleur de l'indicateur coloré, et il fallait comprendre que ça correspondait en fait à la première équivalence. Et après, comprendre ce que ça voulait dire, la première équivalence. Est-ce que c'est un concept qui est clair pour tout le monde? Les points d'équivalence, première équivalence, deuxième équivalence, ce genre de choses-là? Pas trop. Ok, donc j'explique. Alors, quand vous faites un titrage, vous en avez sûrement déjà fait en TP, hein, en P2 on en fait, vous avez votre solution, donc qui comprend des molécules d'intérêt ou une seule molécule d'intérêt. En l'occurrence, ici, on avait une solution de carbonate et d'hydrogénocarbonate. Et on souhaite réaliser un titrage, par exemple, pour déterminer la concentration de cette solution. Donc, on va rajouter une molécule qui ne fait pas partie de cette solution. En l'occurrence, ici c'était l'HCl, l'acide chlorhydrique. Et en fait, cet acide chlorhydrique il va réagir avec les molécules de la solution attitrée, de telle sorte à modifier le pH ici, puisque c'est un titrage acide-base, et on va avoir un indicateur coloré qui, lui, a son propre pKa, va avoir ses propres caractéristiques acide-base, et qui va être coloré ou non en fonction de la forme qu'il prend. S'il est sous sa forme acide, sa forme base, chargée, non, voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on fait un titrage et quand on parle de point d'équivalence. Le point d'équivalence, c'est quand tout ce qu'on a rajouté, donc tout le soluté de titration, aura réagi avec le réactif. Et donc on aura épuisé le premier réactif. En l'occurrence, ici, c'était le carbonate de sodium. C'est lui qui réagit en premier, puisque c'est lui qui a le pKa le plus haut. Donc, c'est-à-dire c'est lui la base la plus forte. Ça, c'est bien à retenir donc que le point d'équivalence, c'est quand on a épuisé le réactif. Je sais que des fois, on confond un peu avec les histoires de demi-équivalence quand on veut déterminer des pKa, là, avec cette histoire de pH, le pK divisé par 2 et tout. Mais non, non, c'est bien quand on a tout éliminé. Donc, ça veut dire qu'on a titré la première basicité, celle du carbonate. Je ne sais pas si c'était clair. N'hésite pas à me dire si tu as compris ou pas. Et sinon, de toute façon, la question 2, c'est la même question. Donc, je pourrais redire. Ouais, c'est bon, tu as compris? Top. OK.
Donc là, voilà, la subtilité, c'est qu'il fallait bien comprendre que quand on a l'équivalence, on a éliminé le carbonate. Et deuxième partie de la première question, il nous demandait de calculer le pH de cette solution. Bon, là, enfin, on peut utiliser autre chose que la formule d'Anderson-Hasselbalch. On change un petit peu. Là, on n'est plus dans une solution tampon, hein, on est juste dans une solution classique. Et donc, en l'occurrence, HCO3-, qui est donc la seule espèce active en solution, hein. Là, j'ai mis Na+, Cl-, mais ils n'interviennent pas dans le pH. Donc, HCO3- étant la seule espèce active en solution, et que c'est un amphotère, la formule du pH d'un amphotère, c'est la moyenne de ces deux pKa. Donc, c'est-à-dire pKa1 et pKa2, la somme de ces deux-là divisée par 2. Ou sinon, des fois, c'est marqué 1,5 pKa1 plus 1,5 pKa2. Bon, ça revient au même, hein. C'est la moyenne des deux pKa. Est-ce que c'est clair, les cas où on utilise cette formule de pH d'un amphotère pour vous ou pas? Ouais. Ok, top. Et sinon, je reprécise au cas où, pour ces histoires de première basicité, première acidité, la première basicité est toujours la plus forte, c'est-à-dire que c'est toujours celle qui a le pK le plus élevé. Et même raisonnement contraire, on va dire, pour les acides. La première acidité est toujours l'acidité la plus forte, c'est-à-dire celle pour laquelle le pKa du couple est le plus faible. Ça, c'est vrai pour les polyacides, pour les polybases. C'est comme ça qu'on devinait, enfin qu'on déduisait plutôt. Parce que là, ils n'attribuaient pas les pK, hein, si vous voyez dans l'énoncé, si je reviens, ils n'attribuaient pas les pK au couple, donc il fallait le déduire par rapport à la force des basicités. Hop. Donc, deuxième question, la même, sauf que cette fois, il nous demande juste les espèces en solution, il ne nous demande pas de calculer de pH. Est-ce que quelqu'un a une réponse ici? Je rappelle, l'héliantine, c'est du coup le deuxième marqueur coloré, indicateur coloré, pardon, qui dans l'énoncé était associé au deuxième point d'équivalence. Ouais, ok. Ben, Corentin, iPad, je suis d'accord avec vous. C'est bien H2CO3 qu'on retrouve. Bon, j'ai mis Na+ et Cl-, mais encore une fois, je ne sais pas si c'est nécessaire ou attendu. Même raisonnement que précédemment. On n'avait plus de CO3 de moins, donc il ne restait plus que de l'HCO3-. On l'a complètement épuisé. Il a réagi entièrement avec l'HCl, puisqu'on est arrivé au deuxième point d'équivalence. Et donc, on a titré la deuxième basicité. Hop. Donc là, je pense que c'est bon pour vous. On peut passer à la question suivante, où cette fois, il nous demandait en fait de calculer les masses de CO3 de moins et d'HCO3- dans l'échantillon dont il parlait au tout début. Donc, je remets l'énoncé du début. Ce dont on parle, c'est ces 10 grammes qu'on a dissous dans de l'eau distillée. Là, on ne peut pas dire qu'on titre l'acidité. Oups, j'ai mis la réponse. Non, puisque en fait, tu mets du HCl ici. Donc, HCl, c'est un acide fort. Donc, c'est la basicité que tu titres. Tu vois? Mais après, je suis d'accord, si on était arrêté après avoir passé la première équivalence et qu'on avait mis du bicarbonate de soude, par exemple, ou de la soude tout court, donc du NaOH, et bien en fait, on aurait pu titrer une acidité, titrer l'acidité, je suis d'accord, et là, on serait retourné dans une solution où on aurait eu du CO3 de moins. Mais là, avec l'HCl, c'est forcément une basicité qu'on titre. Donc ici, bon, je ne vais pas vous demander si vous aviez fait cette partie-là. Ce n'est pas la partie la plus compliquée, hein, ici.
faut juste un peu, pour l'hydrogénocarbonate, il y a une petite manip à faire que je vais vous expliquer. Donc tout d'abord, je pose les données qu'on me donne dans l'énoncé. Donc moi, ce que je cherche, c'est la masse de carbonate disodique, là, je ne sais plus comment on l'appelle, carbonate de sodium tout court d'ailleurs. Donc la masse, c'est égal à la quantité de matière multipliée par la masse molaire. Et je sais que la quantité de matière, c'est égal à la concentration multipliée par le volume. Jusqu'ici, je pense que tout est clair. Pourquoi est-ce qu'on utilise en fait la concentration d'HCl et le volume d'HCl pour calculer une quantité de matière de carbonate? C'est parce qu'en fait, la réaction, elle est stoichiométrique. Pour chaque molécule de carbonate qui réagit, il y a une molécule d'HCl qui réagit. Donc c'est une relation stoichiométrique. Donc les quantités consommées sont les mêmes pour les deux composés. C'est le principe du titrage. Donc ici, voilà, vous mélangez les deux formules que j'ai mis dans le on a et on obtient la formule de la masse et on trouve 0,53 grammes. Est-ce que c'est clair pour vous le fait d'utiliser le volume équivalent, la concentration d'HCl, ou ça vous paraît un peu obscur? N'hésitez pas à hocher de la tête, hein. Dites-moi. Ouais, bon, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Alors, ensuite, deuxième partie, pour l'hydrogénocarbonate, où là, la situation était identique, mais avec un petit twist, une petite subtilité à prendre en compte. On procède de la même manière, on pose notre masse qui est égale au produit de la quantité de matière par la masse molaire, et ensuite on définit notre quantité de matière, qui cette fois, en fait, est la différence entre le deuxième point équivalent, la deuxième équivalence, et la première. Là, c'était bien important de ne pas juste multiplier la concentration d'HCl par le deuxième volume équivalent, parce que si vous faites ça, en fait, vous allez prendre en compte dans votre calcul de l'hydrogénocarbonate toute la concentration de carbonate qu'on a calculée précédemment. Donc, il faut bien soustraire ce qu'on a calculé précédemment, en fait. Il faut bien penser que ça, c'est une réaction qui se fait entre guillemets en chaîne. On transforme le carbonate en hydrogénocarbonate et après, on transforme l'hydrogénocarbonate en H2CO3. Donc, il y avait cette petite soustraction à faire pour avoir le bon résultat. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais c'est pas clair ou s'il faut revenir dessus pour une explication. Et on avait donc la dernière question qui était sur l'indicateur coloré en lui-même et donc la définition de un indicateur qui est adapté ou pas à un titrage. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la définition d'un indicateur coloré adapté à un titrage? Comment on sait qu'il est adapté? C'est quoi la solution, la condition chiffrée? Non? Ok. Et ben en fait, c'est tout simple. C'est une molécule donc, dont le pKa est voisin du pH au point d'équivalence. Donc pKa de notre indicateur, qui est à peu près égal au pH de la solution au point d'équivalence. Donc une fois qu'on a titré la première basicité ou titré la première acidité en fonction de la situation dans laquelle on est. Alors, ça peut être la première, la deuxième, en fonction de quelle réaction on souhaite mettre en évidence. Ouais, c'est ça. Amandine parle de la zone de virage et tout. Voilà. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, hop, je vous mets le déroulé. Je vous ai remis la définition que je pense est attendue dans une question comme ça le jour de l'examen, hein, de donner la petite phrase sur un indicateur adapté. Je reprécise que pour la deuxième équivalence, on a utilisé un volume de 18 ml d'HCl qui était concentré à 0,5 molaire. Ça, bon, c'est pas coté pour des points, mais j'ai ressorti les infos de l'énoncé pour que ce soit clair dans la correction. On peut poser que la quantité d'H2CO3
elle est égale à la quantité d'H3 en plus. Parce que comme je vous l'ai montré dans les réactions ici, vous voyez qu'on forme de l'H3 au plus autant qu'on a ajouté d'HCl. L'HCl réagit avec l'eau pour former de l'H3+, et cet H3+, réagit avec le carbonate, puis avec l'hydrogénocarbonate pour former le H2CO3. C'est pour ça qu'on peut mettre cette relation en évidence entre l'H2CO3 et l'H3O+, pardon. Ensuite, même raisonnement que pour la question précédente. La quantité de matière d'H3O+, du coup, elle correspond au produit de la concentration d'HCl multiplié par le volume équivalent 2, donc le volume de la deuxième équivalence. Ça nous donne la quantité de matière d'H3O+. Donc, voilà. Et ensuite, comme on a dit que cette quantité d'H3O+, elle était égale à la quantité d'HCO3-, on a juste à la diviser par le volume total de la solution. Là, c'était encore une fois la petite subtilité de cette question, où en fait, pour ce volume-là, si je reviens à l'énoncé et que j'utilise super fonction annotée, il fallait prendre en compte, je ne vois plus ma souris, c'est 25 millilitres d'eau distillée qui a été en fait la base de notre solution qu'on voulait titrer, puis les 10 millilitres qu'on a utilisés pour atteindre la première équivalence, et les 18 millilitres qu'on a utilisés pour atteindre la deuxième équivalence. Hop. Donc c'est bien ce qu'on retrouve ici, où je fais la somme 25 plus 18 plus 10. Et ça nous donne une concentration d'H2CO3 de 0,17 molaires. Et ici, petite formule encore différente, celle du pH d'un acide faible, d'une solution d'acide faible, qui est égale au pKa de cet acide, auquel on soustrait le log de la concentration de l'acide, et on divise le tout par 2. Ça nous donne un pH de 3,58, et on nous rappelait dans l'énoncé que le pKa de l'églantine est de 3,8, donc 3,8 et 3,58, on est bien à un pH et un pKa voisins, donc l'églantine, c'est bien un indicateur qui est adapté à ce dosage-là. Est-ce que c'est clair ou pas? Pour cette partie-là et pour le reste de l'exo d'ailleurs. Question 3, pour les masses, le digramme de l'énoncé est inutile. Ouais, c'est ça. Puisqu'en fait, on nous demande du coup, dans ces digrammes, quelle masse on a de carbonate, quelle masse on a d'hydrogénocarbonate. Mais en fait, peu importe, il y a sûrement un truc diluant dans ces digrammes. Mais là, en effet, ça ne rentre pas du tout en compte dans les calculs. Il y aurait éventuellement eu un effet s'il y avait des histoires de variation de volume lors de l'ajout de ce solide, mais comme je l'ai dit pour le premier exercice, sauf si on nous indique le contraire, on considère qu'il n'y a jamais de variation de volume quand on dissout un solide dans une solution. Alors, Mikasa, la notion de force de basicité. Ok. Alors, attends, si je me... Alors, là, je suis inarrêtable. Hein. Maintenant que j'ai découvert que je pouvais faire des dessins, là, je vais... ça va continuer. Donc, tu vois, si tu te fais une échelle de pKa, oups, ça c'est le pKa. Hop. Globalement, là, on va dire que tu es à 14. Là, tu es à 1. Une base, elle va être de plus en plus forte, plus tu augmentes. Le dessin est compliqué. Hein. Ça, c'est pour les bases. Je ne sais pas dans quoi je me lance. Et pour les acides, c'est le contraire. Plus le pK est faible, plus l'acide est fort. Ensuite, dans le cadre où on va avoir des polyacides ou des polybases, par exemple, prenons le cas d'un polyacide.
ou tiens, on va rester dans les polybases puisqu'il y a un exo sur les bases, quand même, ce sera plus sensé. On avait un premier pKa ici qui était à 10,3. Waouh, il faut être indulgent sur le dessin, c'est pas facile avec le touchpad de l'ordinateur. Là. C'est un 10. J'y arrive. Et il y avait un deuxième pKa à 6,4. Tac. Hop. Donc c'est une polybase, on est d'accord, elle va avoir deux basicités. Comment est-ce qu'on détermine quel pKa correspond à quel couple en fait, donc à quelle basicité? Eh bien la première basicité, c'est-à-dire la première réaction, ici en l'occurrence la première basicité c'est le CO3 2-, HCO3-. Tac. On sait que c'est celle qui va avoir la basicité la plus forte. Donc, c'est-à-dire que ça va correspondre à ce cas de figure-là, le pK le plus important, puisque c'est une base. Et ainsi de suite. Et ça suit en ordre croissant. La deuxième basicité, ça va être celle-là. S'il y avait une troisième basicité, ce serait celle qui suit, et tout ça. Ce n'est pas du hasard, hein, c'est vraiment rangé dans l'ordre, en l'occurrence décroissant quand c'est une base. Et si jamais on avait eu un acide, ça aurait été le contraire, avec pour l'acide la première basicité, c'est-à-dire la plus forte, qui aurait été celle-ci. Et puis après, à chaque nouvelle acidité, la deuxième acidité, on augmente de pKa, troisième acidité, on augmente de pKa, et ainsi de suite. Yes, tu vois? Ok, top. Ensuite, autre question. Est-ce qu'on pouvait raisonner en disant que pour pKa-2, tout le HCO3- sera consommé en H2CO3 pour justifier l'héliantine? Alors, attends, je vais relire ta question. Oups. Est-ce qu'on peut... Tout le HCO3- sera consommé en H2CO3? C'est-à-dire, je comprends pas ton raisonnement, Corentin. Je vais prendre la parole du coup pour m'expliquer. Yes. Quand on a le pH qui est égal à pKa-2 sur un couple acide-base, on a normalement plus que de la forme acide. Donc, si on dit qu'on est à pKa-2 environ égal à pKa de l'élantine, normalement, on n'a plus que de l'acide, donc c'est assez proche les deux. Est-ce que ça marcherait? Ouais, donc je suis d'accord, ouais, c'est ça. Donc, l'histoire de pKa-2, c'est qu'on a un rapport 100 entre la forme acide et la forme basique. Donc, il y a 100 fois plus de forme acide, donc on considère qu'il n'y a plus que de la forme acide. Ça, je suis OK. Est-ce qu'on considère du coup que tout l'HCO3- est consommé en H2CO3? En fait, ça ne répond pas vraiment à la question de l'héliantine. Enfin, j'arrive pas à faire trop le lien. Tac, tac, tac. Comment dire? Je t'avoue que c'est possible. C'est possible. Mais là, je vois pas le truc. Donc, c'est comme ça, en fait, que ton prof vous avez appris, c'est ça? Non du tout, c'est comme ça que j'ai raisonné moi. OK. Eh ben, je vais pas te dire que c'est pas, c'est pas bon parce que honnêtement, je sais pas. J'ai jamais vu cette façon de faire. C'est possible. Mais du coup, je me le note sur un papier et puis je regarderai de mon côté dans mes cours et puis dans les bouquins ce que je trouve et puis je remettrai un message dans le fil chimie du Discord pour voir ce que j'ai trouvé. OK? Ok, merci. Tac. Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous sur les 3 exercices. Bon, je pense que ça suffit bien, ça fait quasiment 1h30. Je vous ai juste remis un petit formulaire à la fin, qui pour moi, en fait, sont les formules qu'on a à retenir pour cette partie acide-base. Anderson en a parlé. Le calcul d'une solution, enfin du pH d'une solution d'acide fort, d'acide faible, base forte, base faible, et pour un amphotère, ce qu'on a vu aussi dans le dernier exercice. Donc pour moi, c'est ces formules-là qui sont à connaître. Je sais qu'il y a toute la partie avec est-ce qu'on néglige l'autoprotolyse de l'eau, toutes ces choses-là, avec éventuellement des équations du second degré, tout ça. Bon,
honnêtement, ça, je crois que c'est tombé une fois dans les annales et il y a 22 ans, quoi. Donc, pour moi, c'est plus vraiment à l'ordre du jour. Si vous regardez les 15 derniers exercices d'acide base qu'on a eu, c'était pas ça du tout. Il n'y a pas ce genre de questions qui posaient. Donc, pour moi, c'est gadget. En plus, c'est super compliqué. Enfin, super compliqué. Moi, je trouve ça super compliqué, en tout cas. Voilà. Mais je sais qu'il y a certains profs de fac qui l'apprennent quand même. Nous, je sais qu'à Grenoble, on nous l'apprend. Bon, je vous avoue que je ne me suis pas lancé là-dedans. Déjà parce que je crois qu'il n'y a vraiment qu'un exercice qu'il utilise. Et puis, franchement, ça me paraît être un peu plus au goût du jour. Celle des acides moyens et des bases moyennes, est-ce qu'il faut connaître les formules? Bah, honnêtement, je ne les ai jamais vus utilisés dans un exercice, donc je ne pense pas. Je pense pas. Et hop, j'en profite. Il y a du coup, Aurélie, vous avez mis dans le drive pour cette conf une fiche qu'elle avait récupérée, je ne sais plus. Bon, bah, il y a le nom de la personne qui l'a écrite. Où là, vous avez un peu toutes ces histoires de est-ce qu'on prend en compte ou pas euh, des concentrations en H3+. Il y a notamment ce dont tu parles, l'or, avec les acides de force moyenne, les bases de force moyenne. Franchement, je pense qu'il y a déjà assez de choses à réviser et à connaître sans avoir à passer là-dessus. Mais bon, c'est au programme techniquement. Donc ça peut tomber le jour du concours. Je suis d'accord. Après, chacun fait son tri là-dedans. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Non? Ben, écoutez, pour ceux qui n'ont pas fait les quiz, n'hésitez pas à aller faire les quiz sur la complexométrie et l'osmose. Ça peut vous aider pour les QCM et vous faire gagner des petits points. Et puis sinon, n'hésitez pas à poser des questions dans le fil chimie si vous avez des exercices qui vous donnent un peu du fil à retordre. Et bonnes vacances studieuses pour vous. Et soyez courageux. Salut tout le monde.